Donc, on rappelle, aujourd'hui, on va donc travailler sur l'activité documentaire qui porte sur la façon dont fonctionnent en fait nos yeux. Alors, déjà, première question, est-ce que vous êtes déjà posé la question comment ils marchent vos yeux? Non, ça vous est jamais posé la question comment ça se fait qu'on peut voir ce qu'il y a autour de nous? Non? Oh, c'est un peu dommage. Alors, de quoi? De quoi c'est le reflet? Ah, comment ça se reflète dans nos yeux? Bah oui, bah effectivement, donc c'est des choses qu'on va pouvoir discuter un petit peu. Alors, bon, il se trouve que la question de comment fonctionnent nos yeux, c'est pas une question qui date d'hier. Hein, vous avez vu dans le début de l'activité, ce que vous voyez, c'est que déjà 5 siècles avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2500 ans, les gens se posaient déjà la question, mais comment ça se soit que je peux voir les objets qui y a autour de moi? Et les gens se sont dit, hein, il y a deux grandes théories qui se sont faites. Donc la première, hein, comme vous pouvez le voir avec l'école de Démocrite, qui se sont dit, bah, si je peux voir un objet, c'est parce que l'objet, il m'envoie des trucs dessus. Bon. Et il y avait un deuxième groupe qui suivait un mathématicien qu'on appelait Euclide. Euclide, ce qui s'était dit, c'est comment est-ce que je peux sentir un objet? Ben, un objet, je peux le sentir en prenant mes doigts. Et puis si je pose mes doigts sur l'objet, je peux sentir que l'objet est là. Donc c'est mes doigts qui viennent toucher l'objet. Donc Euclide s'est dit, bah, puisque mes doigts peuvent toucher l'objet, peut-être que mes yeux, dans un sens, ils peuvent aussi toucher les objets. Donc peut-être que c'est mes yeux qui envoient un rayon et qu'avec ce rayon, ils vont toucher l'objet et que c'est en touchant l'objet avec les rayons de mes yeux que je vais pouvoir voir l'objet. Ça, c'était une première théorie. Démocrite, lui, il disait simplement que bah voilà, c'était l'objet qui m'envoyait des petits trucs dessus et que en captant ces petits trucs, je pouvais recevoir. Alors, ces deux théories, moi je vous demandais hein, de les regarder un peu, donc c'est ce qu'on appelle de l'histoire des sciences. Pourquoi c'est important l'histoire des sciences? Parce que vous vous doutez bien qu'on n'a pas tout découvert du jour au lendemain. Hein, les sciences, c'est pas quelque chose qui c'est voilà que du jour au lendemain on se dit ah bah on sait comment fonctionne la lumière, on sait comment fonctionnent les yeux, on sait comment fonctionnent les satellites, on sait comment fonctionne le soleil. Non, tout ça c'est des choses qui se sont découvertes au cours du temps. Et c'est très important pour nous de nous rendre compte que bah, pour comprendre, enfin de la façon dont on comprend notre monde, que c'est quelque chose qui s'est fait au cours du temps, qui a pris même des milliers d'années. Et donc c'est pour ça que je vous ai donné cette petite activité à faire. Alors on rappelle, lorsqu'on a une activité documentaire comme ça, la première chose c'est bien évidemment de lire tous les documents, et attention, c'est pas que ça les documents. Hein. Les documents c'est aussi tout ce qu'il y a au début. Pourquoi? Parce qu'au début, bah déjà on nous explique le titre, hein, le mécanisme de la vision, on nous explique le contexte. Dès l'Antiquité, les Grecs tentent d'expliquer le mécanisme de la vision. Deux théories s'opposent, jusqu'aux déductions donc d'Alhazen, on verra après qui était Alhazen, et ce qu'on appelle la problématique. Si vous vous rappelez bien, la problématique, on en a parlé un peu en cours, en particulier lorsqu'on a fait l'électricité, la problématique c'est quelle question je me pose? À quoi j'essaye de répondre? Et bien là, à quoi j'essaye de répondre, c'est comment fonctionne notre vision, c'est-à-dire comment fonctionnent nos yeux en fait. Alors, vous avez vu qu'il y avait également une petite animation qu'on vous proposait, hein, que vous pouviez éventuellement essayer. Bon. Alors, celle-là, je ne sais pas si vous y avez accès, mais bon, elle n'était pas importante forcément pour l'activité. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle d'abord de l'Antiquité. Hein, L'Antiquité, c'est la période, en particulier avant Jésus-Christ. Donc, en moins quelque chose. En particulier, on nous parle de moins 5e au moins 3e siècle. Hein, attention, lorsque vous êtes avant zéro, les années vont à l'envers. Donc, on nous dit que Démocrite, de l'école des philosophes, hein, les philosophes c'est ceux qui se posent des questions, mais pas forcément en regardant les choses comme elles se passent, hein, ils essayent d'avoir des comportements logiques, hein, d'avoir des raisonnements logiques. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce Démocrite? Il nous dit que la vision résulte d'une image émise par les objets qui entrent dans l'œil. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, que les objets ils nous envoient des trucs et que ces trucs c'est notre œil qui les attrape. Et on a fait un petit schéma là de comment ça fait. Alors normalement sur ce schéma vous reconnaissez un certain nombre de choses. Bon, on reconnaît évidemment l'œil de la personne qui regarde, l'objet qui est envoyé, enfin qui envoie la lumière, et surtout ce que vous devriez reconnaître c'est ce trait ici. Hein,
Cette espèce de droite avec une petite flèche, je vous rappelle, c'est la façon dont on représente la lumière. Si vous vous souvenez bien, pendant les expériences, lorsqu'on a dû faire le schéma de nos expériences, on a remontré comment se déplaçait la lumière avec ça. Et pourquoi avec un segment, pas avec autre chose? Parce que je vous rappelle, est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment se déplace la lumière? Ça, c'était la conclusion de l'activité expérimentale que nous avions faite. Allez, vous pouvez le faire à l'écrit. Comment elle se déplace la lumière? Elle se déplace toujours... Allez, au pire des cas, si on ne se souvient pas, on peut regarder dans l'expérience qui est dans le classeur. Allez, allez. Voilà, très bien, Paul. Effectivement, la lumière, elle va toujours tout droit. Elle ne peut pas tourner en vol. Ce qui signifie que si j'ai un obstacle, voilà, si mon nez, par exemple, fait de la lumière et que je mets un obstacle, eh bien la lumière, elle ne peut pas, hop, passer à côté de ma main. Elle est obligée d'aller tout droit, et comme elle va tout droit, elle va rencontrer ma main, et elle va donc s'arrêter à ma main, parce qu'il y a un obstacle. Donc, puisqu'elle va toujours tout droit, on va la représenter soit avec une droite, soit si ça part d'un endroit et que ça s'arrête à un autre, ça vous l'avez vu en mathématiques, quelque chose de tout droit qui a un début ou une fin, on appelle ça un segment. Ensuite, on nous parle d'un deuxième groupe de personnes, donc Euclide, eux, ce sont des mathématiciens. Donc eux, les mathématiciens, ils vont faire des choses plus avec des calculs, plus avec des observations directes. Et ce qu'ils nous disent, eux, c'est qu'il y a un rayon qui jaillit de l'œil, donc que c'est l'œil qui envoie quelque chose, qui va au contact des objets, en gros que notre œil va aller toucher les objets, et que c'est grâce à ça que l'on peut voir. Bon, donc même chose, on a un schéma de la façon dont lui il pense que ça fonctionne, toujours l'œil de la personne, l'objet que l'on cherche à voir, à nouveau un rayon qui va tout droit, donc ça au moins ce que vous vous rendez compte tout de suite c'est qu'ils étaient tous d'accord pour dire que la lumière allait tout droit, ça personne n'en doutait. Sauf que cette fois, on voit que la petite flèche sur le segment ne va pas de l'objet vers l'œil, mais bien de l'œil vers l'objet. Bon. Et finalement, au Moyen-Âge, il y a un troisième groupe mené par Alhazen, qui est un savant perse, qui, lui, dit un certain nombre de choses. La première chose qu'il fait remarquer, c'est que lorsque je suis ébloui, ébloui c'est quand il y a trop de lumière, qu'on essaye de regarder quelque chose qui fait trop de lumière, si je regarde directement le soleil, la lumière doit parvenir du soleil et elle blesse mon œil. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand je regarde le soleil, j'ai mal aux yeux. Or, à quel moment vous avez mal? Vous avez mal quand quelque chose vous tape dessus. Donc il en déduit que si j'ai mal aux yeux, c'est que d'une façon ou d'une autre, le soleil a tapé sur mon œil. Et donc pour que le soleil ait tapé sur mon œil, il faut bien que le soleil envoie quelque chose sur mon œil. Bon, c'est son premier raisonnement. Ensuite, il dit également que s'il expérimente dans le noir, il ne voit plus les objets. En gros, il dit qu'il y a deux types d'objets. Il dit qu'il y a des objets qui, eux, produisent de la lumière et il va les appeler les objets lumineux. Donc, quand je regarde autour de moi, je vois plein d'objets. Là, vous voyez mon visage, et si j'avais une lampe à côté de moi, vous verriez également la lampe. Mais si je me mets dans une pièce qui est toute noire, tout d'un coup, vous n'allez plus voir mon visage. Donc, c'est bien que mon visage ne produit pas lui-même de la lumière. Par contre, si j'ai une lampe qui est à côté, la lampe, elle, même si vous vous mettez dans une pièce toute noire, vous allez continuer à la voir. C'est donc qu'elle produit sa propre lumière. Donc, c'est un objet qu'on va appeler lumineux. Qu'est-ce qu'il en déduit de tout ça? Il dit que ces expériences montrent que la lumière est produite par les objets lumineux et qu'ils peuvent également se répercuter sur des objets qu'il va appeler des objets diffusants. Ça, on l'a vu un peu pendant les expériences, que en gros, mon visage, par exemple, si je suis dans le noir, je ne le vois plus, donc c'est qu'il ne produit pas sa propre lumière, mais si vous, là, en ce moment, vous regardez la webcam, vous êtes capable de me voir, c'est bien qu'il y a quelque chose qui part de mon visage et qui va jusqu'à vous. Donc c'est que si c'est pas mon visage qui produit cette lumière que vous pouvez voir, c'est qu'il prend de la lumière de quelque part d'autre, par exemple de l'extérieur, hop, ça vient rebondir sur moi et ça continue. Et c'est pour ça qu'il a fait ce troisième schéma. Alors ça, normalement, si vous regardez ce schéma, il ressemble beaucoup au deuxième schéma d'expérience que vous aviez fait avant les vacances, enfin avant le début du confinement, où on avait notre source de lumière, donc nous on avait une lampe par exemple, que ça allait jusqu'à un objet sur lequel la lumière pouvait rebondir. Alors nous par exemple on avait mis un petit miroir si vous vous souvenez,
Et ensuite, cette lumière qui rebondit, donc là, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, je viens taper l'objet, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et j'arrive à l'œil. Bon. Donc maintenant, on va simplement essayer d'extraire les informations de ces différents documents. Première chose, comprendre. Démocrite et Euclide ont tenté d'expliquer dans quel sens s'effectue la vision. D'accord, hein, on rappelle bien, on l'avait vu ça pour la vitesse. Si vous vous souvenez bien, la vitesse, il y avait trois propriétés. Première propriété, la direction. Est-ce que ma vitesse est horizontale? Est-ce que ma vitesse est verticale? Ensuite, on avait le sens. Bon, bah, si jamais ma direction est horizontale, je peux aller vers la droite ou je peux aller vers la gauche. Donc, pour une direction, j'ai deux sens possibles. Et ensuite, il y avait la valeur hein, pour la vitesse. Bon, pour la lumière, il ne va pas y avoir de valeur. Parce que toutes les lumières vont à la même vitesse, donc ça ne se pose pas de question. Et on voit qu'ici, sur l'image, bah, la lumière, elle va horizontalement. On regarde l'image d'à côté, ah, bah, elle va également horizontalement. Elle va horizontalement de l'objet à l'œil, hein, et là on a bien horizontalement de l'objet à l'œil, donc on a bien la même direction pour les deux groupes. Par contre, est-ce qu'ils ont le même sens? Bon, bah là, dans ce cas-là, on voit que le sens c'est de l'objet jusqu'à l'œil, et pour l'autre groupe, on voit que le sens c'est de l'œil jusqu'à l'objet. Donc, quelle est la différence entre le premier et le deuxième groupe? C'est que la lumière va avoir la même direction, mais en revanche, elle ne va pas avoir le même sens. Donc ça, on va pouvoir répondre. Donc, la théorie d'Euclide et la théorie de Démocrite ont un rayon lumineux qui a la même direction. En revanche, pour Euclide, l'œil est l'émetteur de la vision. Un peu un doigt comme il touche une surface. Le sens va donc de l'œil vers l'objet. Démocrite, lui, estime que c'est l'objet observé qui est l'émetteur de l'image. Donc le sens va de l'objet vers l'œil. Est-ce que ça va pour tout le monde, ces deux phrases? Hein, donc la théorie d'Euclide et la théorie de Démocrite ont un rayon lumineux qui a la même direction, hein, les deux sont horizontales. En revanche, pour Euclide, l'œil est l'émetteur, donc le sens va de l'œil vers l'objet. Pour Démocrite, lui, il estime que c'est l'inverse, que c'est l'objet qui observé qui est l'émetteur de l'image, donc le sens va de l'objet vers l'œil. Ça va pour tout le monde, Sam? La différence entre les deux théories? Donc, deuxième partie, raisonnement. Pourquoi peut-on considérer que les théories antiques comme des croyances, au contraire des conclusions d'Alazen? Est-ce que quelqu'un se souvient de l'explication que je vous avais donnée sur les croyances? Si vous vous souvenez bien, la croyance, on en a parlé lorsqu'on avait vu la vidéo sur le mouvement. Vous vous souvenez, il y avait une personne qui était assise dans un train. Je vous avais montré le début de la vidéo où on commençait à voir les soldats qui défilaient par la fenêtre du train. Et je vous avais demandé, est-ce que c'est le personnage assis ou est-ce que c'est les soldats qui bougent? Puis vous m'aviez donné tout un tas de réponses. Hein. Ah bah non monsieur, je pense que c'est le personnage blond dans le train qui est en mouvement. Je pense que c'est les personnages dehors. Et ensuite, grâce à ça, bon, déjà on s'était rendu compte que c'était les personnages dehors qui se déplaçaient, puisque ils étaient sur une espèce de véhicule qui s'en allait. Et je vous avais donc expliqué à ce moment-là que, résultat, ce que vous m'aviez fait, c'était de la croyance et non pas de la connaissance. En tout cas, le groupe qui m'avait dit que le personnage assis était en mouvement m'avait donné une croyance. On rappelle pourquoi? Parce que la personne qui m'avait proposé que c'était le personnage qui était dedans m'avait dit « Monsieur »,
On sait que c'est le personnage blanc qui se déplace, parce que on sait que le train est en mouvement et donc il est à l'intérieur dedans et qu'il se déplace. Donc en gros, c'est monsieur, je sais, moi je sais, là voilà moi, faut me faire confiance, je sais que. Si on regarde bien, les deux groupes là, Démocrite et Euclide, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font exactement ça. Le premier groupe, il dit on sait que, bon bah voilà, c'est l'objet qui émet de la lumière. On sait. Deuxième groupe, ah ouais, qu'est-ce que vous nous racontez? On sait que c'est notre œil qui touche les objets. Est-ce qu'ils vous proposent, est-ce que ces deux groupes vous donnent un argument pour ça, là, dans les deux images que vous avez? Est-ce qu'ils justifient leur hypothèse? Alors, est-ce qu'ils font preuve de croyance, les deux groupes? Est-ce qu'ils démontrent ce qu'ils disent? Oui, non, oui. Ah bon, comment est-ce qu'ils le démontrent alors? Parce que par exemple, pour le premier groupe, pour démontrer que c'est l'objet, il faudrait être capable d'attraper ce que l'objet envoie. Vous êtes capable, vous, avec vos petites mains, d'attraper ce que l'objet il vous envoie? Non, hein. À l'inverse, le deuxième groupe, il faudrait pouvoir montrer qu'il y a des rayons qui partent de nos yeux et qui touchent. C'est la même chose, on n'est pas capable de le faire. Donc, dans les deux cas, les deux groupes vous disent ah, faut nous croire sur parole, il n'y a pas besoin de le démontrer, hein, c'est nous qui avons raison. Donc, c'est bien que là, ce qu'il vous propose, c'est de la croyance. Par contre, qu'est-ce qu'il fait à la zen, lui? À la zen, il ne se contente pas de dire aux gens attention, je sais que. À la zen, il dit regardez, prenez vos yeux, faites l'expérience vous-même, regardez le soleil. Regardez le soleil, qu'est-ce que vous constatez quand vous regardez le soleil? Vous avez mal aux yeux. Donc qu'est-ce qu'il propose aux gens de faire? Il propose aux gens de faire une expérience. Il démontre expérimentalement que ce qu'il fait est vrai. Donc là, ce n'est plus de la croyance, ça devient de la connaissance. Pourquoi c'est de la connaissance? Parce qu'il ne dit pas ah, il faut me croire sur parole. Il dit aux gens ce que moi je vous dis, vous pouvez faire l'expérience vous-même. Voici l'expérience que vous pouvez reproduire chez vous. Et on est bien d'accord que là, tous ceux qui sont en train de m'écouter, ces différentes expériences, vous seriez capable de le faire. Alors attention, hein, on rappelle, on ne regarde jamais le soleil directement avec les yeux. Surtout à votre âge, ça peut faire des dommages permanents sur vos rétines. À ne surtout pas faire. Mais voilà, on peut effectivement faire les expériences nous-mêmes. Donc il ne nous demande pas de nous croire, d'accord? Enfin de le croire. Il vous propose des expériences, il vous justifie que oui, c'est tout à fait possible. D'accord? Donc c'est ce qu'on va expliquer. Donc, les théories antiques de Démocrite et Euclide demandent l'adhésion sans apporter de preuves expérimentales. Donc en gros, ils demandent qu'on les croit. Point. On va faire, hop, on va écrire ça un peu différemment, qu'on les croit. Voilà. C'est je sais que, croyez-moi. Point. Au contraire, lui à la zen se base sur l'expérience pour vérifier ses hypothèses sur le mécanisme de la vision. Donc c'est ça la grande différence qu'il va y avoir entre les deux. Dans un cas, voilà, hein, c'est simplement croyez-moi. Dans l'autre cas, c'est faites l'expérience, vérifiez par vous-même. Hein, et ça, on avait expliqué, c'est à ce moment-là que ça devient de la science. Là, les deux groupes qui sont en train de parler, eux, ils ne sont pas en train de faire des sciences. Eux, ils sont en train de faire de la théorie. C'est presque ce qu'on pourrait appeler de la science-fiction. Oh, voilà, on sait que c'est comme ça. À la zen, lui, ce qu'il fait, c'est effectivement de la science. Pourquoi? Parce qu'il fait des expériences et il laisse les gens faire eux-mêmes l'expérience. Vérifier par eux-mêmes que ce qu'ils disent, voilà, c'est pas juste quelque chose qu'il a imaginé, qu'il a inventé, mais c'est bien quelque chose que l'on peut vérifier. Alors, à la zen, ensuite, il sépare tous les objets en deux types. Alors, on cherche un peu, hein. À quel moment on nous parle de plusieurs types d'objets? C'est dans la deuxième bulle. Si j'expérimente dans le noir, je ne vois plus tous les objets. Car seuls certains produisent de la lumière, ce sont les objets lumineux. Donc en gros, il dit qu'il y a deux catégories d'objets. Les objets lumineux, et donc par extension les objets
non lumineux. Alors nous, on a appelé ça un peu différemment en cours, si vous vous souvenez bien pendant les expériences. On a appelé ça les sources de lumière primaires, ceux qui produisent leur propre lumière, et les sources de lumière secondaires, ceux qui utilisent la lumière de quelque chose d'autre. Mais on les a quand même considérés comme des sources de lumière. Pour Alazen, lui, bon, si vous ne faites pas votre propre lumière, vous n'êtes pas une source de lumière du tout. Vous voyez, là c'est un peu différent. Maintenant, on sait que si vous voyez mon visage, c'est bien que mon visage envoie de la lumière. Alors, comment on sait ça? C'est que depuis, évidemment, les sciences sont un peu avancées. Et on sait, on a pu observer ce qu'on appelle des photons, ces petits rayons de lumière qu'on a fait. On a pu faire des expériences très compliquées qui montrent que oui, il y a bien quelque chose qui va de mon visage vers l'objet. Si vous vous souvenez bien, j'avais pris un petit bocal avec un liquide un peu jaune, et lorsqu'on mettait le laser dedans, on pouvait voir la lumière. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque j'avais mis mon petit miroir, on voyait bien que le petit laser allait jusqu'au miroir et pouvait rebondir sur le miroir et repartir de l'autre côté. C'est donc bien qu'il y a de la lumière qui partait du miroir pour aller dans une autre direction. Le miroir était bien devenu une source de lumière. Alors, ce n'était pas une lumière qu'il lui avait produite, c'était une lumière qu'il avait pris du laser pour l'envoyer dans une autre direction, mais résultat, il était bien une source de lumière. Donc, Alain Zen distingue les objets qui produisent de la lumière, ce sont donc les objets lumineux, et ce qu'il appelle les objets diffusants, sur lesquels les objets lumineux se répercutent. D'accord? Donc pour lui, il y a les objets lumineux et les objets diffusants, ce que nous appelons les sources de lumière primaires et les sources de lumière secondaires. Certains sont donc des sources de lumière directes, d'autres des sources de lumière indirectes. Ça va pour tout le monde jusque-là? On retrouve un peu les choses que nous, on avait vues pendant l'expérience, et on voit que, quand même, ce qui est important de voir, c'est que nous, tout ce qu'on a vu en 1 heure en salle de cours, toutes ces expériences, là, vous avez vu, entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le moment où Alazen propose ces expériences, c'est-à-dire au 10e siècle après Jésus-Christ, il a fallu 1500 ans pour que les gens comprennent ce que vous avez fait en 1 heure en classe. Ça, c'est vraiment pour vous montrer que les connaissances scientifiques, notre compréhension du monde avance avec le temps. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses comme ça que nous on fait en classe qui vous paraissent très faciles, même parce que c'est de choses que on a commencé à apprendre à expliquer, etc. Mais parfois il a fallu des millénaires pour pouvoir comprendre tout ça. Vous vous souvenez de toutes les expériences qu'on a fait sur la lumière, enfin pas sur la lumière, excusez-moi, sur l'électricité. Vous savez, on l'a vu en classe, vous savez maintenant construire une lampe torche. Vous savez utiliser une ampoule, vous savez utiliser une pile, vous savez faire un circuit électrique, vous êtes capable de construire tout ça. Vous doutez bien que si vous arriviez, je ne sais pas, par exemple, au 10e siècle après Jésus-Christ, puis que vous leur montriez votre lampe torche, etc., tout le monde vous traiterait de magicien, de sorcière ou ne sais-je, parce que, les connaissances, elles avancent avec le temps. L'électricité, c'est quelque chose d'assez récent, ça a, je crois, 3 siècles qu'on sait ce que c'est que l'électricité. Donc vous voyez bien que les choses, c'est des choses qui doivent se produire avec le temps. Voilà, les connaissances scientifiques, on n'a pas claqué les doigts et puis un jour on savait tout. Bon. Alors maintenant, on va passer à la partie conclusion. Donc, par une approche révolutionnaire utilisant la démarche scientifique. Alors, on en a parlé un petit peu, alors excusez-moi, pas la démarche scientifique, la démarche expérimentale. Ça, on en a parlé un peu en cours. Si vous regardez un peu les différentes activités expérimentales que nous avons faites au cours de l'année, vous allez voir que à chaque fois, je vous ai donné à peu près les mêmes catégories. Problématiques, questions, matériel protocole expérimental, matériel d'expérience, schéma, observation, conclusion. Vous vous souvenez, si vous regarderez un peu toutes vos activités expérimentales, vous verrez qu'en fait, à chaque fois, on a toujours les mêmes grandes catégories. Pourquoi? Parce que ces grandes catégories font à partir de ce qu'on appelle la démarche expérimentale. C'est-à-dire que faire des expériences pour prouver ce qu'on avance, pour prouver notre réponse à une question, donc ce qu'a fait Alazen, ça passe par un raisonnement très précis. Alors, cette démarche expérimentale, même chose, c'est pas un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, on va faire comme ça et ça sera toujours la bonne façon de prouver ». Même chose, la démarche expérimentale, c'est un processus qui a été créé au cours d'un long temps. On s'est dit, bon, avant de commencer à faire des expériences, c'est bien si on sait à quelle question on cherche à répondre. Alors, c'est peut-être qu'avant de commencer à faire des expériences, il faut commencer par avoir une problématique.
Parce que bon, si je mélange par exemple des produits dedans et que je ne sais pas ce que je suis en train d'essayer d'observer, bah, je vais voir mon espèce de bouillasse là dans mon bécher, et puis bon, en fait j'étais en train d'essayer d'observer quoi, je cherche à savoir quoi. Alors si je me dis, ah, je vais prendre un liquide comme de l'huile, et puis je vais prendre un liquide comme de l'eau, et puis la question que je me pose, c'est est-ce que je peux bien les mélanger ensemble? Ah bah je vais les mélanger, après je vais observer, je sais ce que je cherche à observer, et je me rends compte que l'huile et l'eau, ça se mélange pas bien. Bon, bah dans ce cas-là, ça va former ce qu'on appelle un mélange hétérogène, si vous souvenez un peu ce qu'on a parlé au début de l'année. D'accord, bon tout le monde? Donc voilà, donc cette démarche expérimentale, elle est très importante, hein. Elle a des grandes catégories comme ça. Je vous redonnerai de toute façon, ça sera l'an prochain, je vous donnerai une petite fiche avec les grandes étapes qui sont décrites précisément, hein, parce qu'à partir de l'an prochain, c'est vous qui écrirez les différentes étapes pendant vos expériences. C'est plus moi qui vous donnerai juste le document avec la moitié déjà remplie. Et donc à la ZEN, il a déduit par sa démarche expérimentale comment fonctionnait la vision et on nous demande de décrire le mécanisme. Bon, ce mécanisme, on l'a là. Hein. La démarche expérimentale, donc justement, on a le schéma, comme on a dit. Quand on fait une expérience, il faut un schéma qui explique un peu ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on observe sur ce schéma? On observe que, excusez-moi, il y a un objet qui produit la lumière. La lumière part en ligne droite. Cette ligne droite finit par rencontrer un objet, donc on va appeler l'objet diffusant. Résultat, la lumière, elle va rebondir sur mon objet diffusant, elle va repartir, mais alors attention, elle va à nouveau repartir en ligne droite. Hein. À aucun moment on ne voit qu'elle tourne, c'est vraiment un rebond. Et si ce rayon va jusqu'à mon œil, alors je vais être capable de voir l'objet. Par contre, est-ce que je vais être capable de voir le soleil? Est-ce que là, mon personnage voit le soleil? Alors il y a des oui, il y a des non. Eh bien, faisons l'expérience. Prenez un objet. Prenez un objet autour de vous. Un classeur, une tasse, quelque chose. Et mettez-le à côté de nous. Alors, mettez-vous, si possible, pas trop loin d'une fenêtre. Hein. Il ne faut pas que ça soit une lampe qui l'allume. Ou si d'ailleurs, à la limite, pas. Éventuellement, si vous avez une lampe au-dessus de vous, ça marche aussi. Et puis regardez votre objet. Tout le monde est d'accord pour dire que cet objet, je le vois. Donc si cet objet, je le vois, c'est qu'il envoie de la lumière jusqu'à mon œil. Regardez l'objet. Est-ce que vous voyez dans votre objet le soleil ou la lampe? Faites l'expérience là tout de suite. Hop, je regarde mon objet et dites-moi, est-ce qu'en regardant cet objet, je vois ma lampe ou le soleil? Très bien. Donc, ah bon Clara, tu peux voir ta lampe dans ton objet? T'as pris quoi comme objet? Ah, si vous avez pris un miroir, c'est un cas un peu particulier. Donc c'est pour ça que je vous dis plutôt une tasse ou un cahier. Donc évidemment, on ne peut pas voir la lampe. C'est-à-dire quand je regarde mon objet, je ne suis pas capable de voir la lampe dessus. Je vois de la lumière, mais je ne vois pas l'objet qui émet cette lumière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la lumière, elle vient avec des lignes droites. Le problème, c'est que quand elle arrive sur un objet, évidemment, c'est pas juste un rayon lumineux qui arrive sur l'objet, c'est plein de rayons lumineux. Et ils arrivent tous dans la même direction de mon objet. Le problème, c'est que quand ils arrivent sur l'objet, hein, alors ça, vous pourriez faire l'expérience, hein, vous prenez des billes. Je prends mes billes, et puis mes billes, je vais les lâcher, par exemple, sur ma tasse. Est-ce que toutes les billes, elles vont repartir dans la même direction? Non, hein. Elles vont partir dans toutes les directions. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec votre tasse. Vous pouvez imaginer que toute la lumière, toutes ces petites droites, tous ces petits photons arrivent sur la tasse. Hein, ce sont comme les billes qui sont en train d'arriver sur votre tasse, sauf qu'au moment où elles tapent sur la tasse, elles vont repartir dans toutes les directions en même temps. Et le problème, c'est comme elles vont arriver dans toutes les directions en même temps, ça va être le bazar. Et résultat, moi, je ne vais plus être capable de voir l'objet qui a envoyé ça dessus. Alors, il existe, on a expliqué, un seul objet qui est capable de précisément renvoyer tous les photons exactement de la même façon. C'est quoi cet objet qui est capable de tout renvoyer exactement dans la bonne direction? Allez, on s'en est servi en expérience.
Alors, vous connaissez pas un objet qui renvoie toute la lumière exactement dans le même sens? Je suis sûr que vous en avez tous un dans la salle de bain, voire pour certains, vous en avez même un dans le salon. Voilà, tout à fait. Hein, un miroir. Le miroir, c'est un cas peu particulier parce que toute la lumière qui rebondit sur le miroir repart exactement de la même façon dans l'autre côté. C'est comme si vous preniez une surface qui est parfaitement plate, que vous lâchiez vos billes et que toutes les billes, elles tombaient sur l'objet et elles repartaient toutes exactement dans la même direction. Ce qui fait que lorsque je regarde dans le miroir, eh bien le miroir, c'est le seul objet qui me permet de voir la personne qui lui a donné la lumière. Et effectivement, si vous prenez un miroir, vous allez être capable de voir dans le miroir la lampe qui avait émise. D'accord? Donc ça, c'est le seul cas particulier. Mais la plupart des objets, c'est pas le cas. Voilà, tout à fait. Parce que déjà, la télé, hein, elle va être un peu bombée. Alors, ça dépend. Il y a certains écrans qui sont suffisamment plats et dans une matière, ce qu'on appelle réfléchissante. Et effectivement, dedans, on peut avoir des reflets. Le problème, c'est que justement, on n'aime pas les reflets dans les télés, donc on fait tout ce qu'on peut pour que les écrans de télé ne soient pas comme des miroirs. Parce que sinon, on se retrouverait, dès qu'on regarde la télé, à voir toutes les sources de lumière qui sont autour, et vous doutez bien que ça ne serait pas très agréable. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un objet diffusant. Pourquoi? Parce qu'il prend la lumière et puis il fait le bazar avec, il la renvoie dans tous les sens. Alors, la caméra arrière du portable, c'est un petit peu différent. La caméra arrière, comme toutes les caméras, en fait, ce qu'elle fait, c'est que la lumière arrive sur la caméra et la caméra, elle les capture. Il faudrait imaginer ça. Si on reprend notre exemple des billes, c'est comme si on avait un seau avec de la colle dedans, hein, alors plutôt une surface avec de la colle. Les photons arrivent dessus et donc les petites billes arrivent dessus et paf, restent collées. Et oui, dans ce cas-là, hein, imaginons que je dessine un visage avec mes billes. Les billes tombent sous la forme du visage et paf, elles restent collées. Ce qui fait que moi, si je regarde l'objet sur lequel j'ai mis la colle, je vais voir le visage. Parce que tous les photons sont restés collés dessus. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, une caméra. Mais tu comprends, voilà, effectivement, hein, que c'est lié, tout ça. Que effectivement, voilà. Donc, caméra, c'est un cas un peu particulier. Ça capture, ça ne reflète pas, ça ne diffuse pas, ça capture, ça enregistre. D'accord? Bon. Donc, c'est pas tout ça, mais il faut répondre à notre question. Donc, Alazen a fait ce que l'on appelle une démarche scientifique pour comprendre le mécanisme de la vision. Donc, un rayon lumineux part d'un objet produisant de la lumière. Il se déplace en ligne droite. Il peut alors, deux possibilités, soit directement arriver dans l'œil, ou alors être réfléchi par un objet, repartir à nouveau en ligne droite, et ensuite arriver dans l'œil. Ça va pour tout le monde, ça, hein? Deux possibilités. Soit le rayon lumineux part de l'objet, hop, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, directement jusqu'à mon œil. Soit deuxième possibilité, j'ai un objet, le rayon lumineux va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tape sur l'objet, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à mon œil. D'accord pour tout le monde? Bon. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Eh bien, on nous demande simplement de faire le schéma, hein, de reproduire la figure suivante. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette figure? On a le soleil, l'objet et notre œil, et on nous demande de reproduire le trajet de la lumière lors du processus de la vision. Bon, donc je reproduis mon schéma, et sur mon schéma, alors là moi j'ai fait les deux possibilités, je pense que pour la plupart d'entre vous, hop, hein, vous avez juste fait le schéma comme ça, donc ça c'est très bien, mais il y a effectivement une deuxième possibilité, c'est en ayant la lumière qui va directement de la source primaire jusqu'à mon œil. Alors attention, toujours en ligne droite. Hein, et puis vous voyez bien que la flèche va dans le bon sens, de la source de lumière jusqu'à l'œil. Ou deuxième possibilité, le rayon lumineux tout droit, tout droit, tout droit jusqu'à l'objet et va jusqu'au centre. Attention, je ne veux surtout pas voir ça. D'accord? La lumière, elle ne passe pas à l'intérieur de l'objet. Hein, elle tape bien sur le bord de l'objet, sur la surface de l'objet. Ça, je peux facilement le vérifier. Si je reprends ma tasse, si je me mets à moitié derrière la tasse, vous voyez bien que la lumière qui part de mon nez, là,
Hein, si je me mets sur le côté, elle n'est pas capable de passer au milieu de l'objet et de revenir sur le côté. Non. Si je veux que ça puisse passer, il faut bien que ça vienne taper sur le bord de l'objet. Donc les rayons lumineux, hein, ils doivent bien partir de mon premier objet. Alors là, pour le coup, le soleil, c'est tout le soleil qui émet la lumière. Donc j'ai bien les rayons lumineux qui partent du soleil, de n'importe où. Par contre, ils vont jusqu'à la surface de mon objet. Ils rebondissent à la surface de mon objet. Et ensuite, ils peuvent retourner jusqu'à l'œil. Ça va pour tout le monde ce schéma? Très bien. Alors, est-ce qu'il reste des questions sur cette activité? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez encore pas compris? Est-ce qu'il y a des explications supplémentaires que vous voudriez? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a eu une question, par exemple, très intéressante sur les caméras. Bon. Dans ce cas-là, il vous reste encore un peu de temps pour l'heure. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Vous avez vu, cette activité, elle n'était pas très longue. Elle demandait juste de lire les documents et de bien les comprendre. La semaine prochaine, de toute façon, on va se retrouver en classe. Hein, pas de souci. D'ici là, vous regardez la petite vidéo YouTube. Hein, c'est une émission de C'est pas sorcier sur les lasers, justement. Les lasers, ils sont faits avec de la lumière. Hein, on l'a vu en classe, l'avantage des lasers, c'est que toute la lumière va tout droit, alors que, par exemple, une lampe torche, la lumière, elle va dans toutes les directions, donc on n'est pas capable de voir grand-chose. Donc vous allez voir, hein, le document, de toute façon, il est assez bien fait. Vous regardez la vidéo une première fois. Alors plutôt, vous lisez d'abord le document pour voir quelles questions, quelles questions je veux que vous répondiez. Vous regardez la vidéo et ensuite vous complétez vos questions et si besoin, vous regardez à nouveau la vidéo. D'accord pour tout le monde? Alors, sur Pronote, pour l'instant, le travail, je l'ai mis pour lundi, puisque comme c'était le travail pour cette semaine, vous êtes censé le faire cette semaine. Donc j'aimerais que vous le déposiez sur Pronote avant lundi si possible. Évidemment, on le corrigera par contre en classe, mercredi pour une classe et je crois mardi pour l'autre classe. D'accord? Mais s'il vous plaît, déposez-le, que je vois bien que vous avez travaillé cette semaine. D'accord? Parce que c'est votre travail pour cette semaine. Cette semaine, il y avait deux choses à faire. Regarder la vidéo, répondre aux questions et corriger rapidement son activité. Mais normalement, si on a fait l'activité sérieusement, il n'y a pas beaucoup de choses à corriger. D'accord pour tout le monde? Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon jeudi et à vous dire à la semaine prochaine.